France 24, LCP, Public Sénat, présente. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen. Ça se réchauffe des deux côtés de la Manche. Le Brexit semble bien loin et les deux rives britanniques et européennes se rapprochent sur la géopolitique et sur l'économie. La visite d'État du président français Emmanuel Macron du 8 au 10 juillet au Royaume-Uni témoigne de cet empressement. Et puis de son côté, l'Union européenne a conclu en mai dernier un accord important avec le gouvernement travailliste de Keir Starmer sur plusieurs sujets. Oui, sur le commerce, la pêche, sur l'immigration, mais aussi sur la mobilité des jeunes. Une étape importante a été franchie 5 ans après ce divorce historique. We're turning a page. We're opening a new chapter. Nous tournons une page, nous ouvrons un nouveau chapitre dans notre relation unique. C'est l'histoire de partenaires historiques et naturels côte à côte sur la scène mondiale. Il est temps de regarder vers l'avenir. Il est temps de passer des vieux débats stériles et des combats politiques pour se concentrer sur la recherche de solutions pratiques et de bon sens qui apportent le meilleur au peuple britannique. Et puis cette nouvelle relation prend un enjeu sécuritaire majeur depuis le désengagement de Donald Trump en Ukraine. Britanniques et Européens ont pris la tête de la coalition des volontaires en soutien de Kiev. Ils veulent toujours croire aux vertus du multilatéralisme, mais aussi au libre commerce mondial. Alors pour en parler aujourd'hui, deux invités, un ancien eurodéputé britannique jusqu'en 2020, la date du Brexit, Richard Corbett, bienvenue. Vous étiez d'ailleurs le chef de file du Parti travailliste ici au Parlement européen. Ce parti est au pouvoir actuellement, on le disait, au Royaume-Uni. Et puis avec vous, Isabelle Le Callennec, bonjour. Bonjour. Députée européenne française, membre du groupe du Parti populaire européen qui correspond à Les Républicains en France. Est-ce que vous avez le sentiment d'ailleurs, vu justement de la France, que les Britanniques se rapprochent de nous ? Oui, je pense qu'il y a eu un pas de fait, très clairement. Moi, je siège ici depuis 1 an. Je suis membre de la délégation EU-UK et nous avons évidemment accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi de réserve, ce rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Europe. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire. Pour ce qui me concerne, je suis anglophile. Pour ce qui me concerne, j'ai regretté le départ de nos collègues britanniques ici du Parlement européen. Et je pense, dans les matières que vous venez d'indiquer, qu'il y a du travail à faire et une coopération est tout à fait possible. Il faut y travailler dans le détail. Richard Corbett, actuellement, 56% des Britanniques estiment que le Brexit était une erreur. Est-ce que ça veut dire que cette volonté de rapprochement du gouvernement travailliste et puis de la population britannique est véritable et puis durable ? Elle est véritable. Pour l'instant, elle est prudente. Ce ne sont que les premiers pas, disons. L'accord était un accord cadre où il faut encore négocier beaucoup de détails. Mais le Brexit a été très décevant. La plupart des gens, c'était déjà une très faible majorité au début. Mais de plus en plus de gens se rendent compte que le Brexit, ce n'est pas tout à fait ce qui a été promis par ceux qui prônaient le Brexit. Madame Le Callennec, c'est vrai que à la fois les Britanniques et nous-mêmes, on s'est un peu pris l'administration Trump en pleine figure. Et en l'occurrence, ça nous a en quelque sorte rapproché cette situation d'incertitude entretenue par Washington. Sur l'Ukraine, très clairement, est-ce qu'on est vraiment aligné d'ailleurs sur la réponse à Kiev et le soutien ? Je pense qu'il y a une volonté de se rapprocher et de trouver des solutions en commun et peut-être de parler de façon unanime sur ces questions géopolitiques qui sont très importantes aujourd'hui. La guerre aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, vous avez cité Gaza. Et effectivement, ce président américain qui menace, y compris les Britanniques, d'augmenter les taxes douanières. Donc je pense qu'à plusieurs, on est plus fort. Et je pense que c'est le moment, effectivement, de renforcer nos liens avec les Britanniques qui ont aussi des rapports privilégiés avec les États-Unis. Il faut aussi aller regarder du côté de la Chine. Je pense qu'on va parler un peu de commerce. Est-ce qu'ils ont des rapports privilégiés avec les États-Unis encore ?
Vous diriez parce que la relation spéciale et tout ça, ça marche? Cela a toujours été un peu exagéré et maintenant ça ne marche pas tout à fait. Hein. Les Britanniques se sont rendus compte qu'ils sont en fait un pays européen. C'est leur voisin, l'Europe. La plupart des échanges commerciaux, c'est avec l'Europe. La situation géostratégique, c'est la même qu'avec le reste de l'Europe. Quand même, il faut relativiser cela. Et puis peut-être que les Britanniques se sont aussi rendus compte avec le désengagement américain en Ukraine que leur sécurité ne pouvait pas dépendre du grand frère américain. Et donc il y a eu cette coalition des volontaires avec les Français, les Polonais, les Allemands pour soutenir l'Ukraine et garantir la sécurité et l'avenir de l'Europe. Absolument. Nous sommes dans la même situation que l'Union européenne concernant l'Ukraine. La même solidarité avec l'Ukraine, la même inquiétude sur les États-Unis, les mêmes inquiétudes sur le Moyen-Orient aussi. Donc, il faut travailler ensemble. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes interdépendants et nous avons des solidarités. Donc, il faut foncer, il faut aller de l'avant. Travailler ensemble, c'est bien beau, mais en empruntant, comme ils ont réussi à le faire d'ailleurs pour le programme SAFE, 150 milliards d'euros pour produire de l'armement européen. Les 27 mettent en place cette clause de préférence européenne. Le Royaume-Uni est le bienvenu comme partenaire tiers. Est-ce qu'ils ne sont pas quand même un petit peu le cheval de Troie en Europe de cet armement américain à travers l'OTAN, etc. Ils favorisent régulièrement l'armement américain plutôt qu'européen. Nous souhaitons un pilier européen fort à l'intérieur de l'OTAN, dont évidemment les Britanniques sont membres. Nous souhaitons en effet une meilleure coopération, une meilleure interopérabilité entre nos armées. Et évidemment, si les Britanniques souhaitent intégrer ce programme SAFE, c'est avec les règles qui ont été édictées, effectivement avec une préférence européenne. Ça me paraît tout à fait logique. Richard Corbett, ce rapprochement, il s'illustre également au Moyen-Orient puisque le Premier ministre britannique Keir Starmer était prêt à suivre Emmanuel Macron dans son projet de reconnaissance d'un État palestinien pour trouver une solution politique au conflit israélo-palestinien. Alors cette démarche, elle a été gelée par la guerre Iran-Israël et par les frappes américaines de Donald Trump sur les installations nucléaires iraniennes. Finalement, la diplomatie franco-britannique, elle ne pèse pas grand-chose face à la force américaine dans cette région. Non, mais là, nous sommes dans exactement la même situation que comme si on était à l'intérieur de l'Union, où il y a des divergences aussi sur le Moyen-Orient. Situation très compliquée et difficile. Les sentiments sont plus ou moins les mêmes, hein, mais sur les détails pour comment y arriver et pour renverser cette tragédie, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde sur les détails. Mais en gros, nous tirons dans la même direction. Mais quand même, cette volonté commune franco-britannique de reconnaître un État palestinien, ça pouvait être une démarche forte pour essayer de faire bouger les lignes. Oui, mais il faut faire bouger le reste de l'Europe aussi. Ils sont très impuissants, c'est ce qui caractérise cette nouvelle relation franco-britannique et européano-britannique, c'est l'impuissance, notamment au Moyen-Orient. Alors, je ne dirais pas ça. Vous avez vu que les événements qui se sont produits sur l'Iran ont quelque peu décalé les discussions qui concernaient l'État palestinien. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que l'Union européenne et le Royaume-Uni ont à travailler sur tous les sujets que vous avez cités sans exclusive. Vous citiez le commerce tout à l'heure. Nous sommes le premier, l'Union européenne, partenaire commercial donc des Britanniques. Vous avez cité tout à l'heure Erasmus, vous avez cité la pêche. Moi, je crois qu'on est capable, si on s'organise bien, avec méthode, une vraie stratégie, puisque le diable se cache dans des détails, de trouver les voies et moyens d'un rapprochement. Pour moi, il est nécessaire, il est utile, y compris pour le bien des citoyens. On partage des valeurs avec le Royaume-Uni. Il faut absolument qu'on arrive méthodiquement à avancer ensemble et que cet accord du 19 mai ne soit pas juste un slogan, mais qu'il s'inscrive dans la durabilité. Alors ce rapprochement, il est effectivement peut-être plus simple sur la question du commerce, Richard Corbett, puisque dans cet accord du mois de mai, eh bien, il est prévu que les produits du Royaume-Uni pourront être plus facilement exportés sur le marché européen avec des contrôles sanitaires
harmonisée. Et puis en échange, les pêcheurs européens pourront avoir un accès aux eaux territoriales britanniques jusqu'en 2038. On se souvient des Brexiteurs qui avaient prôné une souveraineté britannique dans les eaux territoriales. Et finalement, on a l'impression que c'est le pragmatisme qui revient sur le devant de la scène avec la volonté de commercer avec les Européens. Oui, parce qu'on a découvert qu'on a beau à demander que tout le poisson, c'est à nous, mais il faut ensuite vendre le poisson. La plupart des ventes des poissons britanniques, c'est sur le continent de l'Europe. Donc, c'était un peu trop facile ce que les Brexiteurs ont prôné avant le référendum. Et on a l'accord qui se fait maintenant, en fait, c'est une réalisation de la situation réelle. Il fallait quand même pouvoir vendre ces poissons à l'Europe, pas seulement les attraper. Est-ce que c'était un point de désaccord majeur entre la France et le Royaume-Uni, la pêche, hein? Est-ce que vous considérez que les pêcheurs européens, d'ailleurs au sens plus large, dans la Manche, les pêcheurs français sont désormais bien lotis et que la guerre de la pêche, cette parenthèse, est refermée? Parce qu'elle a été très effective, cette guerre, hein? C'était même chalutier contre chalutier. Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il faut rester vigilant. Vous savez, le Brexit a eu un impact majeur. Moi, je suis élue en Bretagne. Pour les pêcheurs bretons en particulier, ça a généré ce qu'on a appelé un plan de casse. Et effectivement, il y a eu des grandes difficultés entre les Britanniques et les pêcheurs français, néerlandais, irlandais. Je crois que cette proposition d'autoriser l'accès aux eaux britanniques, y compris dans les 6-12 000 jusqu'en 2038, nous donne déjà une perspective. Je suis rapporteure permanente sur le Brexit au sein de la commission de la pêche et nous allons présenter un rapport qui essaye d'aller dans le sens du win-win. Parce que, vous l'avez dit très justement, c'est 72% de ce que les pêcheurs britanniques pêchent dans leurs eaux qui sont exportés vers l'Union européenne. Je pense qu'on peut réussir à s'entendre. Il faut pour ça être franc dans nos discussions. Il y a un comité spécialisé sur la pêche qui se réunit. On demande ici, nous, au Parlement européen, d'être associés, que les discussions soient transparentes. Et je pense qu'on peut effectivement rassurer les pêcheurs si on s'en occupe. Parce que c'est vrai que l'annonce qui a été faite par le Premier ministre d'avoir britannique de plus en plus d'aires marines protégées a eu de quoi inquiéter. Ça a été présenté et ça a été annoncé au moment de l'UNOC à Nice qu'il y aurait davantage d'aires marines protégées. Le sommet sur les océans. Alors, sur les océans, exactement. Comment vous l'interprétez, donc, Richard Corbett? Il faut, si je peux me permettre, juste qu'on s'assure, comme pour nous en Europe, que aires marines protégées ne veut pas dire interdiction totale d'aller pêcher, mais regarder au cas par cas ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut plus faire. Il faut évidemment protéger la biodiversité et évidemment préserver la ressource halieutique. Et ça, je pense que les pêcheurs britanniques, comme les pêcheurs européens, ils sont très attachés. Réponse là-dessus. Les poissons ont ce fâcheux habitude de nager des eaux territoriales d'un pays vers l'autre sans s'arrêter à la frontière. Exact. Donc, il faut travailler ensemble parce que le gros problème pour la pêche maritime, c'est la surpêche. Il faut avoir des limites, des quotas. Et on est condamné à négocier ça ensemble. Si on est dans l'Union ou dehors de l'Union, ça ne change rien. On doit faire ça. Vous êtes sorti du système de quotas, mais vous voulez imposer vos propres quotas. C'est ce que vous nous dites, en fait. Non, je dis qu'il faut négocier un accord commun, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a pas d'autre solution. On finit en évoquant la mobilité des jeunes, puisque l'une des conséquences de ce Brexit, c'est la sortie du Royaume-Uni du programme d'échange étudiants Erasmus, avec des conséquences très concrètes. Par exemple, pour les Européens, les frais de scolarité outre-Manche ont explosé à 25 000 € par an. Conséquence, il y a un tiers d'étudiants de l'Union européenne en moins dans les universités britanniques. Isabelle Le Callennec, est-ce que le Royaume-Uni va revenir à terme dans ce programme Erasmus? Alors, ce n'est pas à moi de le dire. Moi, j'ai bénéficié de cette possibilité qu'on avait d'aller en Angleterre étudier. Et c'est sans doute la raison pour laquelle je suis aujourd'hui tout à fait anglophile. Moi, je me bats d'abord pour que l'Union européenne préserve les fonds Erasmus dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel et qu'en effet, nos jeunes Européens puissent
ils y vont, hein. Ils continuent à y aller, mais pas aux mêmes conditions qu'Erasmus. J'ai cru comprendre qu'Erasmus, c'est pour les 2 fois plus Britanniques, cher, hein. C'était 25 000 au lieu de 10 000. Exactement. C'était un programme très J'ai subventionné. cru comprendre que si les Britanniques n'étaient plus dans ce programme-là, c'était en raison de son coût. Mais j'ai vu aussi une ouverture avec la possibilité pour des jeunes d'aller peut-être sur une durée plus limitée, avec des quotas et un visa dédié. Je pense que c'est une ouverture. N'y allons pas trop vite et trop fort de peur de froisser et de tout bloquer. Je pense qu'il y a une ouverture et j'espère qu'on va là aussi pouvoir y travailler ensemble. Est-ce qu'il y a une ouverture? Parce qu'on a bien vu que le précédent gouvernement, celui-là, considère que c'est mettre trop d'argent sur la table que de souscrire au programme Erasmus et que ça intéresse moins les Britanniques de partir en Europe que l'inverse. Est-ce que c'est un peu vrai? Est-ce que ça change avec le gouvernement travailliste? Ça, c'était la position du gouvernement Johnson, farouchement anti-européen. Oui. Maintenant, il y a en effet une ouverture, mais le gouvernement Starmer, le gouvernement travailliste, veut aller pas par pas. Il est par nature très prudent, M. Starmer. Hein? Il veut aller lentement mais sûrement. Donc ça, c'est précisément une des détails qu'il faut négocier maintenant dans le détail. Mais que vous êtes vraiment intéressé à négocier parce que pour l'instant, ça n'a pas été mis dans le dernier accord, justement. Oui, ce qui a été mis dans le dernier accord, c'est ce que vous avez évoqué, cette idée d'avoir je ne connais pas le mot en français, mais un système de visa pour les jeunes. C'est un début. Et ça permettra ensuite d'aller plus loin. Peut-être, Richard Corbett, pour conclure, pour nous éclairer, est-ce que ce rapprochement entre Britanniques et Européens, c'est la volonté du Premier ministre Keir Starmer ou ça va être une constante dans les années à venir et une volonté des Britanniques? Et pour vous aussi, même question. Vous avez évoqué les sondages d'opinion tout à l'heure, hein, les 50 et quelques %. Si on enlève les indécis, donc les abstentions, ça donne 64% des gens pensent que le Brexit était une erreur et 62% voteraient pour rejoindre l'Union européenne s'il y avait un nouveau référendum. Cette tendance continue lentement mais sûrement à grimper. J'ai peut-être une vision déformée parce que je suis membre de cette délégation EU-UK et nous sommes 35 parlementaires européens, 35 parlementaires britanniques. Nous nous sommes déjà réunis une première fois à la mi-mars. Nous nous reverrons mi-novembre. Donc moi j'espère que nous allons être partie prenante de ce rapprochement. Je pense qu'il sera utile à la fois pour les Britanniques, mais aussi pour les Européens. Moi, j'y crois. Il faut juste qu'on le fasse comprendre aussi à nos chefs d'État et de gouvernement, parce que vous savez qu'on n'est pas les seuls à avoir le dernier mot. Et merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. L'entente a été très cordiale sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie.